Bonsoir. Aujourd'hui, on va finir le chapitre aldéhyde et cétone. Donc, suite à quatrièmement, addition nucléophile sur les dérivés carbonylés, on est arrivé à la réaction de Wittig. Alors, c'est quoi la réaction de Wittig? La réaction de Wittig, c'est une réaction d'un ylure de phosphore sur un composé carbonylé et la réaction conduit à des composés éthyléniques. Alors, c'est quoi un ylure de phosphore? Alors, l'ylure de phosphore est obtenu de la façon suivante. Dans une première étape, on a une addition nucléophile du triphénylphosphore par son doublet libre sur un composé halogène. Donc, vous avez l'attaque nucléophile du phosphore et le départ de l'halogène parce que les halogènes sont des bons groupes partants. Donc, vous formez la liaison phosphore-carbone. Phosphore-carbone. Bien sûr, le phosphore a donné son doublet libre, d'où la charge positive. Après, on va utiliser une base qui va arracher un hydrogène du carbone qui portait l'halogène. Donc, vous aurez ici une charge négative. Ce composé, on l'appelle l'ylure de phosphore. Ylure, ça veut dire que vous avez ylure de phosphore, ça veut dire que vous avez la charge positive sur le phosphore et une charge négative sur le carbone, ce qu'on appelle un ylure de phosphore. Alors, cette forme ylure est en équilibre avec la forme ylène, c'est-à-dire vous avez le carbanion qui va donner son doublet et la formation d'une double liaison. Donc, les ylures sont en équilibre avec les ylines. Alors, le mécanisme de la réaction de Wittig. Donc, réaction de Wittig, on avait dit, c'est la réaction de l'ylure sur un composé carbonylé. Donc, là, vous avez la forme ylure, dans laquelle vous avez C-, le carbanion. Donc, il va jouer le rôle d'un nucléophile et il va attaquer le carbone du carbonyle, CO. Donc, vous aurez la formation de la liaison carbone-carbone, carbone-carbone. Et là, ouverture de la double liaison, donc CO-, et le carbanion, il a comme substituant ABC et AB et le phosphore. L'étape suivante, c'est la formation d'un cycle à 4. Comment? Donc là, vous avez l'oxanion. Donc l'oxanion, et là, vous avez le P+. Donc l'oxanion va donner le doublet au phosphore et vous aurez un cycle à 4. Alors le cycle à 4 va se réarranger de façon à libérer l'oxyde de triphénylphosphine et formation d'une double liaison à ce niveau. Donc, le bilan de la réaction, c'est quoi? Vous avez la formation d'une double liaison. Les substituants de la double liaison, c'est quoi? C'est les substituants AB qui proviennent du cétone ou de l'aldéhyde et le R1 et le R2 qui proviennent de l'ylure.
Alors là, vous avez un exemple, donc le cyclohexanone traité par l'urure de phosphore vous donne le cyclohexane méthylène plus l'oxyde de la triphénylphosphine. Donc vous pouvez refaire le mécanisme pour l'obtention de la cyclohexane méthylène. Réaction de Cannizzaro. Alors la réaction de Cannizzaro est possible lorsque l'aldéhyde ne possède pas d'hydrogène en alpha du carbonyle. Par exemple, le benzaldéhyde, donc là vous avez le benzaldéhyde, le carbonyle, en alpha vous n'avez pas d'hydrogène. Le glyoxal, donc l'aldéhyde, en alpha vous n'avez pas d'hydrogène. Là vous avez un autre aldéhyde. Pareil ici, le furfural, donc le carbonyle, en alpha vous n'avez pas d'hydrogène. Donc dans le cas où on a un aldéhyde qui ne possède pas d'hydrogène en alpha du carbonyle, au milieu basique, on obtient la réaction de Cannizzaro. Le mécanisme. Supposons que je prends le benzaldéhyde. Donc le benzaldéhyde, le carbonyle, donc en alpha, vous n'avez pas d'hydrogène. Vous avez le benzène, le cycle phényl. Vous le traitez par OH-. Alors, le H-, puisque vous n'avez pas d'hydrogène en alpha de CO, donc le H- ne va pas intervenir comme base pour arracher l'hydrogène en alpha du carbonyle qui a un caractère acide. Bon, on verra d'autres exemples dans la suite. Donc, il va intervenir comme nucléophile. Il va attaquer le carbone du carbonyle. Donc, vous aurez phényl, CH, le OH qui va se fixer et bien sûr l'ouverture de la double liaison CO au moins. On est toujours au milieu basique, vous avez toujours les ions OH- qui vont arracher l'hydrogène de l'alcool parce que les alcools ont un caractère acide, donc cet hydrogène a un caractère acide puisqu'il est de la fonction alcool, donc je peux arracher cet hydrogène. Donc vous aurez quoi? Vous aurez 2 oxanions, 2 au moins. Alors le fait que vous avez ici le carbone avec 2 groupements donneurs, au moins est un groupement donneur, il peut donner son doublet libre. Là vous avez un groupement donneur. Le benzène est aussi, dans ce cas, est donneur par effet mésomère. Ce qui fait que ce carbone est entouré de 3 groupements donneurs. Alors, puisque il est entouré de 3 groupements donneurs, cet hydrogène peut facilement partir sous la forme de l'hydrure H-. Donc, comment je vais le faire partir? Par le rabattement du double libre de l'oxanion. Alors, le H-, il va se comporter comme un nucléophile et il va attaquer un autre atome de benzaldéhyde, c'est-à-dire un autre groupement carbonyle. Donc vous aurez ici 6,5CO au moins et le H qui a attaqué le carbone du carbonyle, donc CO devient CO-. Là vous avez le H et vous avez l'autre H qui a attaqué le carbonyle. Donc vous avez CO au moins. Alors par hydrolyse homéostatique, c'est-à-dire on fait une protonation, donc
vous ajoutez l'acide, vous protonez l'acide et vous protonez l'alcool. Donc, la réaction globale, c'est quoi? C'est 2 fois l'aldéhyde vous donne l'aldéhyde sous la forme acide et l'aldéhyde sous la forme alcool. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez fait une réaction d'oxydation de l'aldéhyde quand vous passez du benzaldéhyde à l'acide benzoïque. Donc, vous avez fait une réaction d'oxydation. Et quand vous passez du benzaldéhyde à l'alcool correspondant, là, vous avez fait une réaction de réduction. Vous voyez, donc, cette réaction de Cannizzaro met en évidence, en même temps, une réaction d'oxydation qui conduit à l'acide et une réaction de réduction qui conduit à l'alcool. Donc, on dit que c'est une réaction de dismutation. Alors, dis, ça veut dire 2 fois, et mutation, c'est le changement. Donc, dans cette réaction, vous avez 2 changements de l'aldéhyde qui se font en même temps. Vous transformez l'aldéhyde en acide et en alcool. Donc, on dit que c'est une réaction de dismutation. Alors, addition nucléophile en catalyse acide, on va voir l'addition des alcools. Alors, l'addition des alcools, c'est une réaction qui va servir à la protection du groupement carbonyl. Alors, je donne le mécanisme. Donc, vous avez un aldéhyde, par exemple, l'acétaldéhyde. Vous le traitez au milieu acide. Au milieu acide, carbone est un site nucléophile, électrophile. L'oxygène est un site nucléophile, d'après la répartition delta plus, delta moins. Donc, au milieu acide, l'oxygène va capter un proton par son double libre. Donc, vous aurez CH3, CH et O+, parce que l'oxygène a donné son double libre pour former la liaison OH. Je peux écrire la forme limite. Donc là, l'oxygène va prendre le double pi et vous aurez ici un C+. Donc là, vous formez un carbocation. Le carbocation va être attaqué par une molécule d'alcool. Parce que là, il s'agit d'une réaction dans laquelle vous avez addition d'alcool. Donc, j'ajoute une molécule d'alcool au milieu acide. Donc, l'alcool, il va attaquer le carbocation par le double libre. Donc, vous aurez ici CH3, CHOH et la fixation de l'alcool par la liaison carbone-oxygène. Et bien sûr, la charge positive de l'oxygène parce qu'il a donné son double libre au carbocation. La réaction est catalysée par l'acide, donc il faut récupérer l'acide. Donc, l'alcool fixé va perdre un proton H+. Donc, on récupère le catalyseur acide. Donc, ici, on obtient un hémiacétal. Alors, normalement, ces hémiacétals sont instables et la réaction va se poursuivre. Alors, on est au milieu acide, donc on va protoner le groupement OH, donc vous transformez le groupement OH en H2O, c'est-à-dire là vous avez un mauvais groupe partant et là vous avez un bon groupe partant, donc vous pouvez facilement avoir le départ de l'eau. Le départ de l'eau va former le carbocation.
Alors le carbocation va être attaqué par une deuxième molécule de l'alcool. Donc formation de la liaison oxygène-carbone avec la charge positive sur l'oxygène. Alors de la même façon, l'alcool va perdre un proton pour récupérer l'acide qu'on a utilisé comme catalyseur. Et là, vous obtenez un acétal, c'est-à-dire la forme ROR'. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, bon, je l'ai déjà dit, vous utilisez l'acide, c'est pour augmenter le caractère électrophile du carbone. Donc l'alcool peut attaquer directement le carbone de l'aldéhyde, mais si vous ajoutez un acide, vous allez augmenter le caractère électrophile du carbone. Donc, la réaction d'une cétone ou bien d'un aldéhyde sur l'alcool conduit à un acétal dans le cas de l'aldéhyde ou bien un cétal dans le cas de la cétone. Alors là, je donne un exemple. Vous avez l'acétone. Vous le traitez par le glycol. Donc le glycol, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que vous avez les deux groupements OH dans le glycol. C'est un diol. Donc c'est comme si vous ajoutez deux molécules d'alcool. Parce que dans l'exemple que j'ai donné, là vous avez l'éthanol. Donc vous avez un groupement OH, deuxième molécule d'éthanol, deuxième groupement OH. Alors dans le glycol, on a regroupé les deux groupements OH dans la même molécule. Donc vous aurez l'attaque de ce groupement OH, équivalent à cette attaque, et après l'attaque de deuxième groupement OH, c'est comme si vous avez une attaque de la deuxième molécule d'alcool. Donc, refaites le mécanisme avec la réaction du glycol sur l'acétone. Alors, cette réaction ou bien la formation des cétales sert à protéger les groupements carboniques. Alors, ça veut dire quoi? On va voir cette protection sur deux exemples. Alors, premier exemple. J'ai cette molécule, donc là, vous avez l'iode, un halogène, avec l'ion alcynure. L'ion alcynure, c'est un nucléophile. Et je veux avoir une réaction de substitution de l'iode par l'ion alcynure. Et je veux avoir dans la molécule finale le groupement carbonyle. Alors, si vous traitez directement cet aldéhyde halogéné par l'ion alcynure. Alors, l'ion alcynure, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut attaquer le carbonyle, comme on l'a déjà vu. Donc, on peut avoir deux réactions. La première réaction, c'est l'attaque sur le carbonyle. Et la deuxième réaction, c'est l'attaque ou bien la réaction de substitution de l'iode par l'ion alcynure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le composé de l'aldéhyde, on le traite par le glycol, par un diol, et le groupement CO est transformé en cétal. Donc,
vous n'avez plus de groupement CO, vous voyez. Vous avez transformé le groupement carbonyl en groupement cétal, ou bien dans le cas de l'aldéhyde, en groupement acétal. Donc, après, je vais ajouter l'ion alcénure. L'ion alcénure ne peut avoir comme réaction que une réaction de substitution au niveau de l'iode. Donc là, l'ion alcénure va attaquer le CH2, les départs de l'iode, et substitution de l'iode par l'ion alcénure. Alors, pour récupérer le groupement carbonyl, vous faites une hydrolyse au milieu acide. Bon, je ne donne pas le mécanisme de cette hydrolyse, mais à retenir, l'hydrolyse des cétals et des acétals redonne le carbonyl. Donc là, dans cette réaction, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris le groupement CO et vous l'avez protégé. Donc c'est comme si vous l'avez caché sur l'ion alcénure sous forme de acétal. Et comme ça, le carbone ne peut plus être attaqué par l'ion alcénure parce qu'il n'a plus les caractéristiques du carbone du carbonyl. Donc je fais la réaction. Quand je termine la réaction, je fais hydrolyse et je récupère mon carbonyl. Donc, c'est ce qu'on avait dit ici. Donc, on va le relire. L'intérêt de la formation de ces acétals et cétals cycliques, c'est leur stabilité. On pourra ainsi protéger un groupement carbonyl, donc le protéger, faire la réaction. Leur formation est réversible, c'est-à-dire que l'hydrolyse me redonne le carbonyl de départ. Donc c'est ça l'intérêt de la formation des cétals et acétals. Alors un autre exemple. Alors là, j'ai le groupement carbonyl et j'ai le groupement ester. Et je veux transformer uniquement le groupement ester en groupement alcool. Alors, pour faire cette transformation, dont vous passez de l'ester à l'alcool, là, il s'agit d'une réaction de réduction. Donc, il faut utiliser un réducteur, par exemple le LiALH4. Donc, avec LiALH4, je vais réduire l'ester en alcool. Mais n'oubliez pas que vous avez le groupement CO. Donc, si vous traitez ce composé par le LiALH4, il va réduire le groupement ester en alcool, mais aussi il va réduire le groupement CO. L'ion hydrure va attaquer le carbone du carbonyl comme on l'a déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, premièrement, protéger le carbonyl. Donc, une fois protégé, vous faites la réduction, vous transformez l'ester en alcool. Une fois la réaction est finie, vous faites l'hydrolyse et vous récupérez le carbonyl. Alors, réactivité avec les dérivés azotés, bon, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent. Alors, vous vous rappelez, on avait dit que si vous faites la réaction d'un composé carbonylé avec une amine, il vous donne l'imine. Donc,
formation de l'eau et là, vous aurez au lieu de CO, CNG. Donc, on a déjà vu cette réaction et on a étudié son mécanisme. Alors, si G est égal R au H, il s'agit d'une imine. Donc là, je donne un exemple. Là, vous avez un aldéhyde avec NH2. Là, le G, c'est phényl, donc ça donne CNG. Dans le cas où G est un OH, l'hydroxylamine, vous aurez NOH. Alors ces composés, on les appelle les oxymes. Alors les oxymes, pour la géométrie, possèdent deux isomères, soit le E ou le Z. Donc le E au anti ou bien le Z au sin. Alors, comme on avait déjà expliqué, pour la double liaison, pour parler de l'isomère géométrique sin, anti ou bien cis, trans, il faut avoir 4 substituants. Donc, le quatrième substituant, c'est le doublet libre. Et on avait dit que le doublet libre, du point de vue de priorité, il est toujours classé le dernier. Donc là, j'ai un R et un H. Donc, si vous classez d'après le numéro électronique, donc vous aurez le R, c'est le substituant prioritaire. Donc là, c'est 1 et 2. Et là, vous avez le OH et le doublet libre. Donc, le doublet libre est toujours l'indice 2. Donc, vous voyez, ils sont de part et d'autre, les prioritaires. Donc, l'appel E ou bien anti. Là, vous avez les substituants prioritaires qui sont du même côté. Donc, c'est Z aussi. Alors, réarrangement de Beckmann. Alors, le réarrangement de Beckmann va permettre de transformer une oxyme en amide. Donc, transformer une oxyme en amide. Donc, je passe de l'oxyme, CNOH, à l'amide, CON. Alors, cette réaction implique la migration d'un substituant situé en entier du groupe OH sur un azote rendu électrophile. Alors, ça veut dire quoi, ça? Alors, migration, c'est quoi migration? Migration, c'est changement d'endroit. On va passer d'un ou bien de position, d'une position à une autre. C'est la migration. Alors, je donne le mécanisme du passage de l'oxyme à l'amide. Donc là, j'ai l'oxyme. Au milieu acide, vous allez protoner le OH, transformer OH en H2O, c'est-à-dire un mauvais groupe partant en bon groupe partant. Donc là, je peux avoir le départ de OH, OH2, de H2O. Mais pour qu'il y ait départ, il faut aider ce départ. Alors ce départ, il est aidé par quoi? Par le groupement qui est en position anti H2O va migrer sur l'azote, pour faciliter le départ de H2O. Donc vous aurez quoi? CH3, C plus, N
qui a perdu H2O, mais vous avez le groupement phényl qui a migré sur le N, donc N-phényl. Donc là, vous avez un carbocation qui provient de quoi? De la migration ou bien de la transposition du phényl sur l'azote. Donc, le carbocation en présence de l'eau, donc l'oxygène va donner son doubli libre, donc formation de carbone OH2, avec la charge positive sur l'oxygène parce qu'il a donné son doubli libre. La réaction, on avait dit qu'elle est catalysée par l'acide, donc il faut récupérer l'acide, donc OH2 va donner un hydrogène, se transformer en OH. Donc là, vous avez un N-ol. Et les formes N-ol sont en équilibre avec la forme cétone par prototropie, c'est-à-dire vous aurez la migration de l'hydrogène de groupement OH à l'azote. Donc, on a déjà vu cette réaction de prototropie. Donc, le bilan, c'est quoi? Vous passez de l'oxyme à l'amide. Alors là, vous avez un exemple. Donc là, vous avez le cyclohexanol. Vous le traitez par l'hydroxylamine. Il vous donne l'oxyme. Et la migration de ce qui est en entier par rapport à c'est cette liaison. Donc c'est cette liaison qui va migrer. Donc là, vous avez un cycle à 6. Et là, vous aurez un cycle à 7. Et là, vous formez un amide cyclique. Alors les amides cycliques, on les appelle les lactames. Bien. Donc, vous vous rappelez, on avait dit que pour les cétones et les aldéhydes, on a le carbone qui est un site électrophile qui va subir les attaques nucléophiles. L'oxygène est un site nucléophile, il va subir les attaques électrophiles pour la réactivité. Et aussi, on avait parlé de l'hydrogène qui est en alpha du carbonyle. Alors, les hydrogènes qui sont en alpha du carbonyle, ils ont un caractère acide. C'est-à-dire que les hydrogènes peuvent changer de position ou bien au milieu basique, on peut les arracher et former un carbanion. Donc, là, vous avez le carbonyle, ça peut être aldéhyde ou cétone. Position alpha, vous avez un hydrogène. Alors cet hydrogène, il a un caractère acide et il peut donner la tautomérie, cétone ou bien aldéhyde, énol. Donc l'oxygène, par son doubli libre, va capter le H. Et là, vous aurez une double liaison et l'oxygène récupère son doublet libre par la liaison pi. Donc, vous aurez une double liaison OH. Alors, cet équilibre cétone-énol, je peux l'avoir au milieu acide ou bien au milieu basique. Alors, au milieu acide, donc vous avez le carbonyle, de l'acétone ou bien de l'aldéhyde. Vous le traitez au milieu acide, donc ce qui va réagir, c'est l'oxygène. On a dit que c'est un site nucléophile, il va capter le proton. Donc vous aurez ici une charge positive. Donc l'oxygène va récupérer son doubli libre par le doubli pi et ce carbone va récupérer le doubli pi par la liaison CH et vous aurez ici une double liaison avec la forme énol et là vous récupérez le catalyseur. Donc
L'acide est utilisé comme catalyseur. Donc, au milieu acide, j'ai l'équilibre cétone ou bien aldéhyde, énol. Au milieu basique, c'est différent parce que vous allez utiliser une base. Alors, si vous utilisez une base et l'hydrogène en alpha du carbonyle, il est acide, donc vous aurez une réaction acido-basique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le H-? Il va arracher le H+, le rabattement de la liaison CH et l'ouverture de la liaison CO en O-. Donc, vous aurez un énolate. Pourquoi énolate? Parce que vous avez la charge O-. Et OH- qui a pris le H, c'est H2O. La réaction est catalysée par les ions H-, donc il faut récupérer les ions H-. Donc H2O va libérer un H+ pour protoner le H et vous récupérez la base OH-. Halogénation des dérivés carbonylés. Alors, le bilan de la réaction, c'est quoi? C'est de remplacer, de substituer un ou bien plusieurs hydrogènes qui sont en alpha du CO par des halogènes. Alors, le mécanisme ou bien la réaction ne se fait pas de la même façon au milieu basique ou au milieu acide. Alors, je commence par le milieu basique. Alors, au milieu basique, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai une cétone, je la traite, donc halogénation, addition de l'halogène, X2, Br2, Cl2, I2, et la réaction se fait au milieu basique, donc les ions OH-. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez en alpha de CO, vous avez CH3 et vous avez CH2. Donc, le OH-, il peut arracher cet hydrogène parce qu'il est en alpha de CO, mais aussi il peut arracher cet hydrogène de CH2 qui est en alpha de CO. Mais vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y a formation du carbanion le plus stable. Si vous arrachez cet hydrogène, vous aurez ici CH2-. Si vous arrachez cet hydrogène, vous aurez RCH-. Alors, lequel est le plus stable? C'est ce carbanion, parce que un carbanion est d'autant, ou bien il est stable, s'il est entouré de groupements attracteurs. Ici, si vous formez le carbanion, il a un groupement donneur. Donc, ce carbanion est plus stable que ce carbanion. Vous formez le carbanion à l'extrémité. Donc, on avait déjà expliqué ceci en détail. Et là, vous ajoutez le X2, c'est-à-dire X plus, X moins. Le X plus va s'additionner sur le CH2 et le X moins qui est libéré. Alors, est-ce que la réaction va s'arrêter à ce stade? Non, elle ne va pas s'arrêter à ce stade. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez halogéné l'acétone, donc vous avez l'acétone halogéné, alors je suis toujours au milieu basique. Alors cet hydrogène est beaucoup plus acide que dans le cas
où on avait l'acétone de départ, c'est-à-dire CH3. Pourquoi? Parce que vous avez ici deux groupements attracteurs, le CO et l'halogène. Donc, puisque vous avez deux groupements attracteurs, si vous arrachez cet hydrogène, vous formez le carbanion, et le carbanion, là, il est stable, parce que vous avez deux groupements attracteurs. Là, il est attracteur par effet mésomère, le carbonyle, et ici, il est attracteur par effet inductif. Donc, ce carbanion est stable. De la même façon, vous le traitez par X2, vous fixez ici un deuxième halogène. Alors, cet hydrogène est beaucoup plus acide que cet hydrogène. Pourquoi? Parce que quand vous formez le carbanion, il est entouré de trois groupements attracteurs, CO par effet inductif et les deux halogènes, pardon, le CO par effet mésomère et les deux hydrogènes, les deux halogènes par effet inductif. Donc ce carbanion est plus stable que ce carbanion. Alors une fois qu'on a substitué tous les hydrogènes par des halogènes, donc on va avoir COCX3. On est toujours au milieu basique. Alors là, le OH- va agir comme nucléophile et il va attaquer le carbonyle. Donc vous aurez CO- et la fixation de CX3. Alors, à retenir, le CX3 est un bon groupe partant et il va partir sous la forme de CX3- par rabattement du doublet libre de l'oxanium. Toujours, si vous avez un groupement partant, il faut aider ce groupement partant. Donc là, l'aide, elle est apportée par le doublet libre de l'oxanium. Donc vous aurez quoi? Vous aurez un acide. Alors là, vous avez un acide qui peut libérer facilement cet hydrogène qui va être capté par le CX3. Et là, vous formez ce qu'on appelle un haloforme. Par exemple, si vous avez HCCl3, c'est le chloroforme. D'où le nom qu'on donne à cette réaction, c'est la réaction haloforme. Pourquoi? Parce que vous formez le haloforme correspondant à X. Donc, si par exemple vous avez chlore, là vous aurez HCCl3, c'est le chloroforme. Brome, vous aurez HCbO3, c'est le bromoforme, etc. Donc, au milieu basique, vous aurez la réaction haloforme. Au milieu acide. Alors, au milieu acide, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il faut former l'énol le plus stable. Énol le plus stable, c'est l'énol le plus substitué. Donc, ici, je peux avoir soit le départ de cet hydrogène, ou bien de cet hydrogène, c'est-à-dire la formation de la double liaison à ce niveau, ou bien à ce niveau. Et vous constatez que la formation de la double liaison à ce niveau me donne une double liaison plus substituée, avec le OH, la forme énol. Donc, c'est cette énol qui va se former. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus substituée. Si vous formez l'énol à ce niveau, vous aurez COH et ici CH2. Donc, là, les substituants de la double liaison, à ce niveau, vous aurez deux hydrogènes. Alors que ici, vous avez deux méthyl, donc c'est cet énol qui est le plus substitué. Après, vous aurez l'attaque de X+, donc le doublet pi va capter un X et rabattement de la liaison OH et on retrouve notre fonction carbonyle.
Donc, l'halogénation est faite sur le carbone le plus substitué. Vous voyez, donc c'est contraire à la réaction d'halogénation qui se fait au milieu basique. Au milieu basique, vous raisonnez sur la stabilité du carbanion formé. Au milieu acide, il se forme un énol et vous raisonnez sur la stabilité de l'énol formé, c'est-à-dire l'énol le plus substitué. Alors la réaction va s'arrêter à ce stade. Donc l'halogénation ne se fait qu'une seule fois au milieu acide. Alors qu'au milieu basique, il se fait en plusieurs étapes. Action d'halogénation, c'est-à-dire transformer la liaison CO en liaison C-halogène. Donc, on peut utiliser comme agent halogénant le pentachlorure de phosphore. Donc, vous aurez ici CClCl avec l'oxyde trichlorophosphore ou bien le pentabromophosphore. Donc, vous substituez les liaisons CO en CBr. Donc là, vous avez fait une halogénation, c'est-à-dire vous transformez la liaison CO en C halogène. Bien. Alors, une réaction très importante pour les cétones et les aldéhydes, c'est la réaction de aldolysation, cétonisation. Alors, cette réaction, on l'effectue en TP. Bon, je ne sais pas si cette année, on aura la chance de réaliser ces manips. Alors, aldolysation. Aldolysation, c'est le traitement d'un aldéhyde au milieu basique. Donc, catalyse basique. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous mettez un aldéhyde au milieu basique? Donc, j'ai l'aldéhyde. Le milieu basique est donné par l'éthanolate. Donc, l'éthanolate, c'est une base relativement forte. Donc, j'ai l'aldéhyde. En alpha de l'aldéhyde, j'ai un hydrogène. Donc, cet hydrogène, il a un caractère acide. Puisqu'il est acide, je peux l'arracher par une base. Donc, la base, l'éthanolate, va arracher cet hydrogène et vous aurez ici le carbanion. Alors, cet intermédiaire formé est stabilisé par résonance. Le carbanion formé va agir sur une deuxième molécule de l'aldéhyde parce que dans le milieu, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez que l'aldéhyde. Donc, un équivalent va former le carbanion et il va réagir sur l'autre équivalent. Donc là, il va se comporter comme nucléophile et il va attaquer le deuxième carbonyl. Donc, vous aurez la formation de liaison carbone rouge, carbone vert. Et là, vous aurez CO-. La réaction est catalysée par les ions éthanolate, donc il faut le récupérer. Donc là, l'éthanol va protoner l'oxanion. Donc là, vous aurez OH et vous régénérez la base. Alors là, vous aurez quoi? Un aldéhyde qui, en position bêta, a un alcool, ce qu'on appelle les bêta-aldols. Alors, ces bêta-aldols vont se déshydrater, c'est-à-dire vont éliminer une molécule d'eau, si vous voulez, spontanément, toute seule. La réaction va s'arrêter
à la formation des aldéhydes alpha-bêta insaturés. Alors cette réaction dans laquelle le bêta-aldol libère une molécule d'eau s'appelle réaction de crotonisation. Je peux avoir la même réaction d'aldolisation avec une cétone, et dans ce cas, on a une réaction de cétonisation. C'est-à-dire, vous prenez une cétone et vous la traitez au milieu basique. Mais généralement, alors la réaction de cétonisation, c'est-à-dire vous faites la réaction de deux équivalents de cétone au milieu basique, le mécanisme est celui qu'on vient de voir pour les aldéhydes, mais cette réaction est plus difficile à réaliser que l'aldolisation. Pourquoi? Parce que ça donne un mélange de produits. Donc, la réaction d'aldolisation est beaucoup plus simple que la réaction de cétonisation. Et en général, on appelle ce type de réaction d'aldolisation, même si la réaction est faite sur une cétone. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je traite un aldéhyde et une cétone au milieu basique? Donc, est-ce que la base va arracher le proton de l'aldéhyde, donc former ici le carbanion, et ce carbanion va attaquer le carbonyle de l'acétone, ou bien le contraire, l'acétone va former le carbanion et le carbanion va attaquer le carbonyle de l'aldéhyde. Alors là, il faut voir la série 2, exercice 2. Alors généralement, c'est la cétone qui va former le carbanion. Et va attaquer le carbonyle de l'aldéhyde. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous prenez le carbone de l'aldéhyde et le carbone de l'acétone, lequel est le plus c'est-à-dire lequel qui a un caractère plus grand en électrophilie, c'est-à-dire lequel est le plus électrophile, le carbone de l'aldéhyde ou le carbone de l'acétone. Le carbone de l'aldéhyde a un caractère plus électrophile. Pourquoi? Parce que là, vous avez un groupement donneur, alors que ici, vous avez deux groupements donneurs. Donc, la densité électronique au niveau du carbone, de l'acétone, est beaucoup plus grande que celui de l'aldéhyde. Donc, en présence d'un nucléophile, il est beaucoup plus facile d'attaquer le carbone de l'aldéhyde du fait qu'il est plus électrophile. Deuxième point, là, l'acétone, vous avez ici deux groupements R qui vont cacher ce carbone, c'est-à-dire l'effet stérique, et l'attaque est beaucoup plus difficile. Alors que ici, vous avez un seul groupement, donc ce côté est dégagé et il peut subir l'attaque du carbanion provenant de l'acétone. Donc là, vous allez arracher cet hydrogène, donc là vous formez CH2-, qui va attaquer le carbone du carbonyle, et vous aurez la formation de cette liaison, carbone rouge et carbone, je ne sais pas quelle couleur, et perte d'une molécule d'eau, crotonisation, pour conduire au cétone alpha-bêta éthylidique. Normalement, cette réaction donne un mélange de produits. Donc, on dit qu'elle n'est pas spécifique. Non spécifique, c'est-à-dire un mélange de produits. Alors, les alpha-énones.
Les alpha-énones, c'est le groupement CO, et en position alpha, vous avez une double liaison, ce qu'on appelle les alpha-énones. Alors, je prends une cétone, je la traite au milieu basique, et me donne le carbanion, et je la fais réagir sur un composé, sur un alpha-énone. Alors, l'addition, comme on a vu dans le cas des cétonisaldides, doit se faire sur le carbone 2. Eh bien non, la réaction de l'attaque se fait sur le carbone 4, c'est-à-dire sur le carbone qui est en position delta du carbonyle. Donc, vous aurez la formation ici de la liaison carbone-carbone et le déplacement de la double liaison avec ouverture de la double liaison CO. Alors, par exemple, si vous utilisez comme base l'ion hydroxyle, donc là, vous OH va arracher le H, formation de H2O. Alors, le H2O va libérer un H pour protoner le O-, et vous récupérez la base. Et là, vous aurez la forme énol, donc déplacement vers la forme cétone. Donc, à retenir, si la réaction de condensation ou bien d'addition est faite avec les alpha-énones, eh bien là, l'addition ne se fait pas sur le carbone du carbonyle, mais elle se fait sur la position delta ou bien la position 4, c'est-à-dire sur la double liaison qui est beaucoup plus électrophile que le carbone 2. Donc, le carbone 4 est beaucoup plus électrophile que le carbone 2. Donc, à retenir cette remarque. Alors, supposons que dans une même molécule, j'ai deux groupements cétones. Donc, la réaction de cétonisation ou bien d'aldolysation se fait entre deux cétones de même nature, ou bien entre deux aldéhydes de même nature, ou bien entre une cétone et un aldéhyde. Alors, supposons que vous avez une molécule dans laquelle vous avez deux groupements CO. Donc, vous aurez une réaction d'altolysation ou bien de cétonisation, comme on a déjà vu, et il va se faire à l'intérieur de la molécule, dans la même molécule. Donc, c'est une réaction qui est intramoléculaire, c'est-à-dire la réaction va se faire à l'intérieur de la molécule. Alors, le mécanisme, là, vous constatez que la molécule est symétrique. C, CH3, CH3, carbone, carbone, CO, CO, CH3, CH3. Donc, arracher ce proton ou bien ce proton, c'est la même chose du fait que la molécule est symétrique. Donc, j'arrache ce proton, donc formation d'un carbanion. Ce carbanion va attaquer l'autre carbonyle et là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous allez fermer la molécule. Vous avez la rentre cyclique. Vous voyez, donc la molécule devient cyclique et vous faites la même procédure, c'est-à-dire l'oxanion, vous le protonez, ça donne OH, et réaction de crotonisation, donc la double liaison à ce niveau. Donc là, vous avez un exemple de réaction de cétolysation intramoléculaire, c'est-à-dire que vous avez dans la molécule deux groupements carbonyles.
Alors, on va finir avec... Bon, avant de finir, on va voir la C et la O-alkylation. Alors, la C-alkylation, ça veut dire que vous allez alkyler le carbone. Et la O-alkylation, la C-alkylation, vous alkylez le carbone. Ou bien la O-alkylation, vous alkylez l'oxygène. Alors, le mécanisme. Donc, j'ai une cétone ou bien un aldéhyde avec un hydrogène en alpha. OH- va attaquer et arracher cet hydrogène. Vous aurez ici le carbanion. Le carbanion est conjugué avec une carbonyle, donc je peux avoir l'autre forme limite, la forme énolate. Donc, pour la C alkylation, j'ai l'alcoolate, ou bien l'énolate, traité avec un composé halogénaire, Rx, donc R plus X moins. Le WP va capter le R et rabattement le doublet libre de l'oxygène. Donc, ça donne la fixation du groupement R sur le carbone. Donc, c'est la C-alkylation. Donc, la réaction se fait sur, si vous voulez, sur le carbanion. Donc là, c'est comme si vous traitez la première forme par Rx. Donc, le R va se fermer, va se fixer sur le carbanion. Pour avoir la O-alkylation, il faut utiliser la deuxième forme, c'est-à-dire l'énolate. Donc là, vous avez au moins R+, donc fixation de R sur l'oxygène. Donc là, vous avez alkylé sur le carbone, donc c'est une C-alkylation. Et là, vous avez alkylé l'oxygène, donc c'est une O-alkylation. Alors, généralement, la réaction de O-alkylation est peu probable. On aura toujours, bon, pas toujours, mais la plupart des temps, la C-alkylation. Alors, on va finir par les réactions d'oxydation. Alors, les cétones sont difficiles à oxyder. Leur oxydation donne un mélange de produits. Les aldéhydes, on peut les oxyder en acide. Et comme agent oxydant, on peut utiliser le permanganate de potassium ou bien le bichromate de potassium qu'on a déjà vu dans ce chapitre. Alors, comme exemple, je prends le méthanol. Vous faites l'oxydation, donc HOH se transforme en CO. Donc là, vous avez le formaldéhyde. Le formaldéhyde par oxydation vous donne l'acide formique. Et l'acide formique va se décomposer en CO2 plus H2O. Donc, dans ce type de réaction, pardon, ici c'est le CO2. Donc, à corriger, s'il vous plaît. Pardon, ça fait, voilà, c'est CO2, voilà, CO2 plus H2O. Alors, dans ce type de réaction, vous aurez un dégagement gazeux qui est le CO2. Donc, si dans un exercice, on vous dit, on observe un dégagement gazeux lors de l'oxydation du composé carbonylé,
Alors il faut dire que ce dégagement gazeux, c'est le CO2, et ce composé carbonylé, c'est l'acide formique, HCH. Donc, je vous remercie. On a terminé le deuxième chapitre et prochainement, on commencera le troisième chapitre. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et voilà.